Bonjour, de Washington, D.C. Je suis Srini, chef du PIFA. Aujourd'hui, nous avons Magali Kretman de la AFD pour présider ce webinaire. Merci beaucoup. À vous, Magali. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, bienvenue et merci de vous être rendus disponibles pour cet événement virtuel PEFA. Alors, je vais me permettre de commencer, si vous le voulez bien, par une série de remerciements. Évidemment, à toute l'équipe PEFA, Hélène, bien sûr, et toute l'équipe de Washington qui a permis de monter cet événement. À l'équipe AFD qui s'est aussi activement mobilisée et je remercie tout particulièrement Ediner et Benoît. Et évidemment, un merci tout particulier à vous, Srini, d'avoir proposé et initié cette discussion aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous retrouver et d'avoir l'occasion d'échanger à nouveau quelques mois seulement après votre visite à Paris, à l'occasion de la formation PEFA que nous avions organisée dans nos locaux. Je souhaite évidemment aussi souhaiter la bienvenue et remercier chaleureusement le panel d'experts que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. La diversité et la richesse de vos profils va permettre, j'en suis sûre, d'apporter un regard pointu et avisé sur la réalité des enjeux liés à la gestion des finances publiques et à la budgétisation de crise, notamment au regard des défis actuels pour le continent africain. Je souhaite enfin remercier l'ensemble des participants des différents pays et des différentes organisations qui se sont connectés en nombre aujourd'hui. Ça montre l'intérêt porté à cette thématique et l'importance évidemment d'organiser un tel événement accessible aux acteurs francophones de la gestion des finances publiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler rapidement que la France, aux côtés d'autres bailleurs et partenaires tels que la Banque mondiale, le FMI ou encore l'Union européenne, soutient depuis son origine en 2001 la mise en place de la méthodologie d'évaluation PEFA, qui est aujourd'hui reconnue comme la référence mondiale en la matière. C'est dans ce contexte que l'Agence française de développement soutient, depuis plusieurs années maintenant, les activités du secrétariat PEFA, mais également la réalisation d'évaluations PEFA nationales et infranationales, ainsi que les plans d'action de réforme qui peuvent en découler. Nous comptons ainsi avec Expertise France, qui nous accompagne dans ces travaux, plusieurs évaluations PEFA actuellement en cours ou terminées avec succès. Je pense notamment aux évaluations au Maroc, au Niger, à Djibouti, mais aussi en Angola ou encore au Costa Rica. De fait, l'utilisation des diagnostics PEFA, alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois et je suis désolée auprès de celles et ceux qui m'entendent le répéter comme un disque rayé. Mais voilà, l'utilisation des diagnostics PEFA pour un bailleur comme l'AFD est fondamentale et incontournable, quelles que soient nos géographies d'intervention. Pourquoi? Parce que le PEFA, c'est comme une photographie. Il permet de capturer à un instant T la situation exacte d'un dispositif de gestion des finances publiques. Il permet donc de mettre le doigt sur les forces et les faiblesses des systèmes en place, donc de prendre des décisions éclairées sur les réformes prioritaires à engager pour corriger les dysfonctionnements les plus criants. Les diagnostics PEFA, ce sont aussi, en tout cas c'est comme ça que nous on les utilise, comme un tableau de bord disponible, partagé, qui permet de prioriser les réformes et de les accompagner au mieux, tout en mesurant dans le temps les résultats des mesures engagées. Et enfin, les diagnostics PEFA sont un outil de dialogue et d'échange très puissant. On le constate tous les jours sur le terrain, tant avec les autorités nationales ou locales qu'avec les bailleurs de fonds qui s'intéressent aussi à ces problématiques et qui portent et structurent comme nous des projets d'appui à la réforme des finances publiques. C'est dans ce contexte qu'on est ravis aujourd'hui d'organiser cette présentation de la 2e édition du rapport mondial PEFA sur la gestion des finances publiques. Nous avons jugé important de porter une attention particulière au continent africain, qui est, comme vous le savez, une zone d'intervention prioritaire pour l'AFD. Et je suis ravie de voir que des représentants d'institutions, des praticiens, des PTF ou encore des universitaires de divers pays africains sont aujourd'hui connectés. Nos discussions vont se focaliser sur la budgétisation en temps de crise. La pandémie de Covid-19 a en effet eu un effet loupe sur les faiblesses des systèmes de gestion des finances publiques. Ces faiblesses, on les connaissait. Elles étaient identifiées, mais elles se sont exacerbées avec la crise. Et on a pu assister à diverses échelles et selon les contextes à l'adoption de mesures ad hoc nécessaires pour répondre aux besoins de la crise. Cette capacité de réaction et d'adaptation est, me semble-t-il, très intéressante et montre à quel point la gestion des finances publiques est un matériau vivant, agile à certains égards et réactif, qui s'adapte aux besoins des politiques publiques et des contextes dans lesquels elle est déployée.
Mais elle montre aussi l'exposition des systèmes les plus fragiles et la nécessité de ne pas faire perdurer dans le temps des mécanismes de crise lorsque celle-ci a été surmontée. L'AFD, comme la plupart des bailleurs d'ailleurs, a dû aussi faire preuve d'agilité et de réactivité en ces temps troublés. Cela s'est notamment traduit par la mise en place d'instruments financiers et de modes opératoires adaptés, de manière à pouvoir être aussi percutant et efficace que possible dans un contexte particulièrement volatile et imprévisible. La présentation que va vous faire le secrétariat PEFA aujourd'hui et les échanges qui vont s'en suivre sont une très belle occasion de croiser nos regards et notre vécu sur la façon dont cette crise a dû être gérée par les acteurs de la gestion des finances publiques, chacun à son niveau. Cette discussion sera d'autant plus riche et en enseignements que nous évoluons dans un contexte international de plus en plus incertain et que les crises sont aussi devant nous. Guerre en Ukraine, inflation, remontée des taux, spectre d'une crise de l'endettement avec les défis que ça implique en termes d'accès au financement pour de nombreux pays partenaires. Ce qui va se dire aujourd'hui va donc nous être utile à toutes et tous aussi pour demain. En tant que bailleur de fonds et représentant d'une banque publique de développement, j'espère que ces échanges contribueront à nourrir notre réflexion collective sur la façon d'accompagner de façon toujours plus percutante nos partenaires dans leur trajectoire de développement, en tout temps, mais tout particulièrement en ces temps de crise durable, période lors de laquelle nous nous devons d'être toujours plus présents à leur côté. Je vous remercie pour votre attention. Je vais à présent céder la parole à Ediner Seribier, qui est responsable d'équipe projet en finances publiques à l'AFD, qui sera notre modératrice aujourd'hui et je l'en remercie. Merci à vous et un excellent webinaire à toutes et tous. Merci Magali, bonjour à toutes et tous et surtout bienvenue à ce webinaire qui porte sur les enjeux mondiaux de gestion des finances publiques et de budgétisation de crise et qui présentera les perspectives croisées sur l'Afrique. C'est un thème qui reste très d'actualité dans le contexte économique incertain dans lequel nous évoluons en ce moment. Mais avant d'aller dans les discussions sur le thème, j'aimerais passer la parole à Monsieur Jean Traban. Jean est rédacteur au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il est en charge plus spécifiquement des sujets lutte contre la corruption, redevabilité et transparence financière. Et il est également membre du comité de pilotage du PEFA. Jean, s'il vous plaît. Merci. Ediner, merci de m'avoir invité. Moi aussi, je souhaite remercier chaleureusement l'équipe de l'AFD, l'équipe du secrétariat PEFA pour avoir organisé ce webinaire. Pour lancer cette séquence, en tant que représentant du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, je voulais brièvement replacer l'engagement de la France en faveur du programme PEFA dans son action internationale pour la transparence. Sous l'effet de l'exigence croissante de transparence de l'action publique, exprimée depuis maintenant plusieurs années déjà, et de l'irruption massive des technologies de l'information dans nos vies, les enjeux de la transparence ont, nous le savons, fait l'objet d'une attention accrue, que ce soit en matière de gouvernance des entreprises, des États, des organisations internationales ou de toute autre organisation qui doivent désormais systématiquement répondre à des demandes de divulgation d'informations qui se font de plus en plus pressantes. Les actions en faveur de la transparence économique et financière ont donc représenté une part croissante de l'action internationale des OI, des États, de leurs opérateurs dans des cadres définis par des textes internationaux qui proclament de façon toujours plus affirmée l'impératif de transparence. On peut citer l'agenda 2030, publié sous l'égide des Nations Unies en 2015, qui fixe, comme vous le savez, 17 objectifs de développement durable, dont l'objectif 16, qui promeut la mise en place à tous les niveaux d'institutions efficaces, responsables, ouvertes à tous. Au niveau de l'Union européenne, l'article 15 du TFUE proclame que les institutions et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le consensus européen pour le développement de 2017 et réaffirme l'engagement en faveur du principe de transparence en intégrant les objectifs de développement durable dans la politique de développement de l'UE et de ses États membres pour les années à venir. L'ensemble des organisations internationales, notamment l'OCDE, le Conseil de l'Europe, par le biais de traités et de mécanismes d'examen par les pairs, travaillent également en ce sens. C'est dans ce contexte qu'a été proclamée en 2021 la stratégie anticorruption de la France dans son action de coopération. Par cette stratégie, la France poursuit l'objectif de réduire la corruption dans les pays partenaires de la coopération française. Et cette stratégie constitue un cadre pour les actions de coopération de tous les acteurs français de la lutte anticorruption.
Ce cadre s'inscrit dans un enjeu plus vaste de promotion de la gouvernance démocratique parce que la corruption affecte la légitimité des institutions. L'impératif de transparence occupe donc une place de choix dans cette stratégie parce que la transparence est un gage de probité du secteur public. Appliquée notamment au financement de la vie politique, elle contribue à la prévention de la corruption. Appliquée à la commande publique, elle permet, via les obligations de mise en compétition et de publicité qu'elle impose au pouvoir adjudicateur, un choix plus éclairé en faveur de l'offre économiquement la plus avantageuse. Et donc, l'un des 3 axes d'intervention de cette stratégie française vise à renforcer la transparence et la redevabilité du secteur public en ciblant des actions en matière, par exemple, d'achat public, qui fait l'objet d'une analyse approfondie dans le cadre de l'évaluation PEFA, en lien avec l'initiative MAPS, méthodologie d'évaluation de passation des marchés publics. Les actions qui constituent cette stratégie visent aussi à renforcer les systèmes de contrôle de l'audit interne et externe. Et dans le cadre des évaluations PEFA, un soin particulier est attaché à la mesure de la mise en place de ces contrôles et de leur effectivité. Par conséquent, en tant qu'outil de mesure de l'efficacité de la gestion des finances publiques, en tant qu'outil de promotion de la redevabilité des pouvoirs publics envers les citoyens, le programme PEFA est un des vecteurs de cette stratégie française de lutte contre la corruption dans notre action de coopération. C'est pourquoi la France y contribue, à la fois financièrement et en mettant à disposition un expert détaché. Le dernier point que je voulais aborder avec vous rapidement est notre effort développé avec l'AFD pour rendre cet outil plus accessible aux bénéficiaires en plaidant pour que l'outil PEFA se décline aussi en langue française. L'appropriation du programme PEFA par les décideurs et les sociétés des pays bénéficiaires étant d'une importance fondamentale, le recours au français est apparu indispensable depuis les premiers rapports pour pouvoir échanger avec les pays francophones dans leur langue. Et aujourd'hui, 15% de l'ensemble des évaluations produites sont rédigées en français. Nous nous félicitons donc de la traduction en langue française de la 2e édition du rapport mondial sur la gestion des finances publiques, qui sera évoqué aujourd'hui. Un message clé de ce rapport est que l'accès du public à l'information budgétaire est l'un des points les plus problématiques de la gestion des finances publiques. Eh bien, pour que cette information soit accessible, intelligible, elle doit être communiquée dans une langue que maîtrise le public ciblé. Et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le groupe AFD s'engagent en ce sens. Je vous souhaite donc des échanges riches et instructifs. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Et Ediner, je te repasse la parole. Merci Jean pour cette intervention qui fait bien le lien entre l'action internationale de la France en faveur de la transparence et son engagement en faveur du programme PEFA. Et il y a 2 ans exactement, l'AFD participait aux côtés du secrétariat PEFA au lancement du premier rapport mondial de la gestion des finances publiques et avec les autres partenaires du programme PEFA également. Et comme l'a dit Jean, aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter la 2e édition en français de ce rapport. Et ce rapport, donc, le rapport mondial sur la gestion des finances publiques, est un document unique, nourri par les données collectées sur plusieurs années grâce aux évaluations PEFA nationales et infranationales. Il ouvre ainsi la voie à une analyse des performances des systèmes de gestion des finances publiques des pays africains et une réflexion autour de leur capacité de résilience face à l'irruption d'une crise, comme celle du Covid-19. Et c'est ce que nous verrons dans la présentation qui va suivre incessamment. Je vous invite d'ailleurs à poser vos questions si vous en avez directement dans le chat pendant le webinaire. Et si vous le voulez bien, n'hésitez pas à préciser le pays depuis lequel vous nous écrivez. Nous aurons en effet l'occasion d'échanger sur tous ces sujets avec les intervenants que nous avons le plaisir d'accueillir dans notre panel de discussion aujourd'hui. Ce panel, nous l'avons voulu à dessein varié afin de bénéficier de différentes perspectives sur la thématique du jour. Chacun des intervenants a une expérience et une compétence considérable dans la gestion des finances publiques et ce sera intéressant pour nous d'avoir leurs différentes perspectives sur le sujet. Nous allons donc souhaiter la bienvenue aux membres du panel. Bienvenue à M. Lambert Ngalajo Bamba, qui est conseiller spécial au ministère de l'Économie et des Finances du Côte d'Ivoire. Il est également enseignant-chercheur en sciences économiques et de gestion et entre autres fonctions, il est directeur de l'Institut des finances du Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Nous souhaitons également la bienvenue à Hélène Barrois, experte finances publiques à l'Organisation mondiale de la santé, qui pourra donc nous apporter sa perspective sectorielle avec un focus sur la performance des systèmes de gestion des finances publiques dans le secteur de la santé. Ravi de vous avoir parmi nous, Hélène. Nous recevons également Gaël Rabalan,
Practice Manager Gouvernance à la Banque mondiale, basée à Dakar au Sénégal. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous, Gaël. Et enfin, nous retrouvons également Eric Deschonemaker, expert chargé de mission à la Commission européenne et membre du comité de pilotage du PEFA. C'est un réel plaisir de vous retrouver, Eric. Merci à tous pour votre présence. À présent, j'aimerais passer la parole à une personne qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de ce webinaire, Hélène Magnier, experte senior secteur public détachée de la Cour des comptes française auprès du secrétariat PEFA. Hélène va nous faire une présentation sur le thème de ce jour. Hélène, tu as toute notre attention. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais donc vous présenter pour le secrétariat PEFA les tendances du rapport mondial 2022 sur la gestion des finances publiques que nous avons préparé avec Richard Sutherland du secrétariat. Et nous avons choisi cette année un focus spécifique sur l'Afrique et sur la budgétisation de crise. Donc, depuis 2001, le PEFA est reconnu, comme ça a été rappelé, comme un cadre d'évaluation neutre et objectif, permettant d'identifier les forces et les faiblesses de gestion publique. Lorsque l'on regarde la carte, il apparaît que l'Afrique subsaharienne, avec 339 évaluations réalisées dans 48 pays, représente à elle seule 44% des 751 rapports PEFA depuis l'origine, au niveau à la fois national comme infranational. Cela signifie que la totalité des pays de l'Afrique subsaharienne ont réalisé au moins un PEFA. Alors, le rapport 2022, qui est uniquement disponible en ligne, à la fois en français, en anglais et en espagnol, s'organise autour de 4 parties. Les tendances mondiales en matière de performance de la gestion des finances publiques, la budgétisation en temps de crise, 3 études de cas que je vous invite à lire et un appel à l'action avec des questions. Et les intervenants de haut niveau de ce webinaire y feront sans doute écho. Je vais donc, dans un premier temps, me concentrer sur les tendances mondiales en matière de gestion des finances publiques et dans un second temps, vous présenter des éléments sur la budgétisation en temps de crise avec ce focus spécifique choisi sur l'Afrique subsaharienne. Alors, tout d'abord, les tendances mondiales en matière de gestion des finances publiques. Un premier point méthodologique avec 3 éléments. 1, le rapport 2022 porte sur les 80 rapports nationaux disponibles depuis la nouvelle mouture du cadre PEFA 2016. 2, l'échantillon représente donc 40% de l'ensemble des pays du monde, avec les limites que cela implique en termes de résultats et de représentativité. Et 3, comme vous le savez, afin de permettre une analyse des niveaux de performance conformément aux bonnes pratiques internationales, l'échelle des scores du PEFA va de A, qui est l'excellente pratique, à D, la pratique observée inférieure au niveau de base. Le niveau de base étant le niveau C. Au niveau de l'analyse de l'ensemble des rapports, et là je parle de l'ensemble des rapports depuis l'origine, donc des 751 rapports, le score moyen du PEFA est de C, ce qui correspond au niveau de performance de base au regard des bonnes pratiques internationales. Ensuite, les différents scores ont été traduits en notes, et c'est ce que je vais vous présenter. La note moyenne étant le 2 et le maximum le 4, puisque c'est A. Conformément au cadre PEFA et en reposant sur les 7 piliers, je vais donc maintenant vous faire un point rapide sur ces tendances. Tout d'abord, le premier pilier que vous connaissez, qui est la fiabilité du budget. On se réfère au début du cycle budgétaire et il évalue ce pilier dans quelle mesure le budget national est réaliste et exécuté comme prévu.
et il comprend 3 indicateurs. Il apparaît que les pays respectent mieux le niveau global des dépenses prévues que leur répartition initiale. En effet, 2/3 des pays peinent à se conformer à la composition prévue des dépenses comme des recettes tout au long de l'année fiscale. Alors, si on regarde les moyennes régionales, comme vous le voyez dans la représentation graphique en bas à gauche, les pays de la zone Afrique obtiennent la moyenne, soit 2, concernant ce pilier de fiabilité budgétaire, et ont un profil qui correspond à celui des autres régions, même si leur moyenne est moins élevée que les autres régions. Alors, quelles sont les autres régions? Vous avez la région EAP, qui représente l'Asie de l'Est et le Pacifique. Ce sont les régions version Banque mondiale, sur la classification Banque mondiale. ECA, qui est l'Europe et l'Asie centrale. LAC, qui est l'Amérique latine et les Caraïbes. MENA, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et SAR, l'Asie du Sud. Le deuxième pilier concerne la transparence des finances publiques. Et ce pilier cherche à déterminer si des informations sur la gestion des finances publiques sont à la fois complètes, cohérentes et accessibles au public. Il comprend 6 indicateurs. Ce qui est important de noter, c'est que plus de la moitié des pays enregistrent un montant important de dépenses non comptabilisées dans leurs états financiers. Et en moyenne, l'ensemble des pays affiche le score le plus élevé pour l'indicateur relatif à la documentation budgétaire. Comme vous le voyez, c'est le pays 5 en bas à gauche sur le graphique. S'agissant de l'analyse régionale, on voit que les pays de la zone Afrique obtiennent la moyenne, donc c'est en bas à gauche, soit 2, concernant la transparence des finances publiques. Mais un point important à noter, c'est que l'Afrique reste en deçà par rapport aux autres régions concernant le point spécifique de l'accès public aux données budgétaires. Et cet indicateur est parmi les indicateurs avec globalement le score le plus faible de l'ensemble de nos 31 indicateurs PEFA. Troisième pilier, les actifs et les passifs. Il y a 4 indicateurs dans ce pilier. Il apparaît que les autorités de 80% des pays n'incluent pas le coût total ni l'avancement annuel des grands projets d'investissement au sein des documents budgétaires. En moyenne, le score le plus élevé sur ce pilier est la gestion de la dette, qui est en bas à droite, pays 13. Mais un point très important à noter, c'est que les scores sont inférieurs à 2, donc à la moyenne de base, sur les 3 autres indicateurs de ce pilier, que sont l'établissement de rapports sur les risques budgétaires, la gestion des investissements publics et la gestion des actifs publics. Et ça, c'est un point très important, car ces indicateurs font partie de ceux qui ont les scores les moins élevés de l'ensemble des 31 indicateurs PEFA, au même titre que celui précédemment nommé concernant l'accès public aux données budgétaires. S'agissant des moyennes régionales, selon le graphique en bas à gauche, et c'est assez logique avec ce qui vient d'être dit précédemment, les pays de la zone Afrique affichent donc un score relativement moins élevé que la moyenne, donc 1,8, concernant ce pilier de la gestion des actifs et des passifs. Le 4e pilier concerne la stratégie budgétaire, avec 5 indicateurs. Ce pilier vise à assurer que la stratégie budgétaire et le budget sont élaborés en tenant compte des politiques budgétaires et des plans stratégiques de l'État et sur la base de prévisions macroéconomiques et budgétaires qui sont adéquates. Il apparaît que dans plus de 80% des pays, les budgets ne sont pas suffisamment alignés avec des plans stratégiques à moyen terme. Et quand on regarde, seul un pays sur 10 est en mesure d'expliquer les modifications de ces prévisions budgétaires à moyen terme. Et donc, c'est une vraie question également. Les pays atteignent leur score le plus élevé sur le processus de préparation du budget
Et cet indicateur est relativement bien maîtrisé puisqu'il est parmi ceux qui ont un score globalement le plus haut, qui est presque proche de 2,5. Au niveau régional, on peut voir que les pays de la zone Afrique affichent un score légèrement supérieur à la moyenne, à 2,2 sur ce pilier. Et sur l'histogramme de droite, il apparaît que des marges de progrès concernent les perspectives à moyen terme de la budgétisation des dépenses. Le 5e pilier concerne l'exécution budgétaire. Il évalue dans quelle mesure le budget est exécuté dans le cadre d'un système reposant sur des normes, des processus et des contrôles internes efficaces. Sur les scores de la gestion de la passation des marchés et du contrôle des états de paye, ces scores atteignent légèrement plus que la moyenne de la norme internationale. Et les notes les plus élevées sont obtenues sur les contrôles internes des dépenses non salariales. Sur la moyenne régionale et le graphique de gauche, on peut voir que les pays de la zone Afrique obtiennent la moyenne, soit 2,1, concernant la prévisibilité et le contrôle de l'exécution budgétaire. Et chose intéressante à noter, sur l'histogramme de droite, il apparaît que des marges de progrès existent particulièrement en zone Afrique sur l'audit interne, puisque c'est le pays 26 et on voit qu'il est plus faible sur l'audit interne que dans les autres régions. S'agissant du 6e pilier, qui est à la fin du cycle budgétaire, qui concerne la comptabilité et le reporting, il comprend 3 indicateurs. Plus des 3/4 des pays ne soumettent pas les rapports financiers à un audit externe dans les 3 mois suivant la fin de l'exercice financier. Le score le plus élevé sur ce pilier concerne l'intégrité des données financières. Vous le voyez, le pays 27 en bas à gauche. Concernant la moyenne régionale, sur le visuel en bas à gauche, on voit que la zone Afrique obtient la moyenne, soit 2, concernant ce pilier. Mais sur l'histogramme de droite, il apparaît que des marges de progrès demeurent en matière de production de rapports en cours d'exercice sur l'exécution budgétaire. Enfin, on clôt le cycle budgétaire avec le dernier pilier, le 7e, qui est relatif à la supervision et à l'audit externe. Donc, on se situe ex post avec 2 indicateurs. Et là, il s'agit de déterminer dans quelle mesure les finances publiques sont évaluées de manière indépendante. Et il est important de noter qu'il s'agit du pilier où la moyenne globale de l'ensemble des pays du panel est la plus faible et du seul pilier où la moyenne est inférieure à 2, donc inférieure aux normes internationales de base. Ainsi, plus de 80% des pays n'ont fait preuve que d'un niveau de performance de base en matière d'audit externe. Et surtout, dans près de 9 pays sur 10, le pouvoir législatif peine à émettre des recommandations ou à en assurer systématiquement le suivi. Sur ce pilier, il est intéressant de noter que la représentation graphique, dans la représentation graphique en bas à gauche, que comparativement, les scores des pays de la zone Afrique sont inférieurs à la moyenne, comme c'est dit précédemment, mais c'est le cas aussi dans 2 autres régions, la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, la région Asie de l'Est et Pacifique, et que les pays de la zone Amérique latine et Caraïbes ont un score encore moins élevé à 1,6. Et l'histogramme de droite permet de voir que les pays de la zone Afrique sont relativement plus performants en matière de contrôle législatif des rapports d'audit que d'audit externe. Dans un second temps et beaucoup plus rapidement, pour ouvrir la discussion avec nos 4 intervenants, je vais vous présenter les constats qui sont issus de l'analyse des cas pratiques et des données CABRI, Collaborative Africa Budget Reform Initiative, sur la budgétisation des crises, CABRI a sollicité 48 pays africains et a reçu 75% de réponses. Donc, il s'agit de commencer par des chiffres clés que vous connaissez sans doute, des dépassements importants
de dépenses se produisent au niveau global en cas de crise. 54%, c'est la moyenne de l'écart budgétaire entre 2019 et 2020 lorsque la crise Covid est apparue. Et deuxième point important, moins de pays ont été en mesure de maintenir des budgets fiables en 2020 par rapport à 2019, puisque 71% des pays interrogés ont signalé des écarts dans l'exécution des dépenses. Et ces écarts étaient supérieurs à plus ou moins 5% en 2020, au début de la crise du Covid. Alors, quels sont les principaux outils budgétaires utilisés? On les connaît, il y en a 4, je ne développerai pas. Les budgets supplémentaires, les virements, les fonds extra-budgétaires, les réserves pour imprévus. Et il existe également des mesures subsidiaires comme la passation de marché d'urgence. Et je vous invite à lire l'examen des 3 cas pratiques dans le rapport qui permettent de détailler l'utilisation spécifique qui est faite de chaque outil. S'agissant de l'Afrique, puisque c'est notre sujet, il apparaît que la fiabilité budgétaire a été fortement mise à mal. En Afrique, il y a eu des lois budgétaires supplémentaires couramment utilisées, puisque 36 des 48 pays africains interrogés, soit 75%, ont utilisé un outil de budget supplémentaire. Et vous le voyez sur la carte à droite. Les augmentations de budget adoptées entre mars et décembre 2020, selon les données Cabri. Et les données en bleu foncé montrent que les écarts ont été le plus importants en Afrique de l'Ouest. Alors, en conclusion, je souhaiterais vous faire part de 3 messages clés que vous connaissez, mais qui lancera la discussion avec nos intervenants. 1, la pandémie du Covid-19 a révélé l'absence de résilience suffisante de nombreux systèmes de gestion des finances publiques. 2, lors d'une crise, les systèmes de gestion des finances publiques doivent trouver le juste équilibre entre la flexibilité et la responsabilité financière. Or, par exemple, le fait que le pilier sur l'audit externe affiche des scores inférieurs au niveau de performance de base au regard des bonnes pratiques internationales pose question quant au contrôle a posteriori des dépenses imprévues qui ont été liées au Covid. Et 3, les rapports PEFA constituent une base pertinente pour effectuer des évaluations générales de l'état de préparation de ces systèmes de gestion des finances publiques. Merci à toutes et tous de votre attention. N'hésitez pas à vous porter au rapport sur le site du PEFA, à poser vos questions dans le chat et je redonne la parole à Ediner. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation qui met bien en relief l'Afrique subsaharienne. Et ce sera l'occasion également pour nos 4 intervenants de donner leur point de vue à la question suivante. Alors que la crise liée au Covid se poursuit, quels sont selon vous les enjeux mondiaux de gestion des finances publiques et de budgétisation de crise? Donc, nous vous remercions de nous donner chacun votre perspective du point de vue d'un État africain, du point de vue d'une organisation internationale spécialisée en matière de santé et également du point de vue de bailleurs membres du comité de pilotage du PEFA, en l'occurrence la Banque mondiale et l'Union européenne. Monsieur Bamba, si vous voulez bien commencer. Merci de me donner la parole. Je voudrais, d'entrée de jeu, indiquer que vraiment je remercie les organisateurs d'avoir bien voulu associer la Côte d'Ivoire par ma modeste personne à ce panel. La thématique est importante, les enjeux mondiaux de la gestion des finances publiques et de budgétisation des crises. D'autant plus que nous sommes en plein dans une situation effectivement de crise, j'allais dire inédite, des crises qui se suivent et qui se cumulent. Comme cela a été suggéré, mon intervention va plus ou moins chercher à camper des éléments d'analyse de terrain relativement bien sûr à la Côte d'Ivoire que je connais. Il faut dire que
ces crises-là sont intervenues dans un contexte, j'allais dire, relativement particulier pour la Côte d'Ivoire. Le pays sortait d'une longue période de crise importante et à partir de 2012 jusqu'en 2019, bon, essayait vraiment de faire un bon rattrapage. C'est ainsi qu'on a pu connaître une forte croissance économique, en moyenne de 8,1% sur l'ensemble de la période 2012 à 2019. Et pendant cette période-là, par exemple, les déficits budgétaires ont pu être maîtrisés. Ces déficits budgétaires est resté en moyenne à 2,6% sur la période 2012 jusqu'en 2019. Et puis, l'évaluation CIPIA qui avait été faite en 2007, donc on cherchait également à améliorer dans le cadre de la gestion des finances publiques. L'évaluation de 2021 a pu montrer qu'on a pu passer à 3,6 comme score. Alors, dans ce même temps-là, pendant cette période, on a eu également des évaluations PFA, la première 8 et puis une autre en 2013, une troisième qui a eu lieu en 2018. Et puis, pendant cette même période, la Côte d'Ivoire devait transposer l'ensemble des directives de la gestion des finances publiques de l'UEMOA pour se mettre à niveau et moderniser la gestion de ces finances publiques comme tous les autres pays de notre Union. Il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire avait eu du retard compte tenu justement de la crise, comme je l'indiquais tantôt. Et c'est seulement en juin 2014 que nous avons pu adopter la loi organique portant loi des finances ainsi que la loi organique portant code de transparence, et à partir desquels tous les autres textes subséquents devaient être élaborés. Alors, quand cela a été fait, nous avions immédiatement mis en place au niveau de la Côte d'Ivoire un schéma directeur de réforme des finances publiques à partir de 2014 avec des plans triennaux afin de pouvoir faire toutes les diligences pour rendre opérationnel, en tout cas, cette réforme des finances publiques-là. Pour cela, nous avons bénéficié de l'appui des partenaires extérieurs, particulièrement de l'Union européenne, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, qui nous ont aidés à élaborer ces schémas directeurs et puis à accompagner la mise en œuvre de ces plans d'action. Tous les autres bailleurs de fonds ont fini par s'intégrer là-dedans et chacun d'eux a choisi des domaines particuliers sur lesquels ils appuient la Côte d'Ivoire. Cela a permis donc pendant cette période-là de reconstruire les fondamentaux économiques du pays et de mettre en place un cadre macroéconomique qui est cependant, avec la pandémie, bon, là, on a eu un choc et les développements récents ont mis en exergue des nouveaux problèmes qu'il faut adresser. Alors, particulièrement en fait 2019, quelle était la situation au niveau des finances publiques? Surtout que nous avions eu un certain nombre de faiblesses, notamment au niveau de la discipline budgétaire, au niveau de la capacité à définir des stratégies budgétaires publiques. Et puis, l'autre aspect important, c'était lié à la mise à disposition efficiente des services publics. Donc, par rapport à ça, toutes les recommandations qui ont été faites et puis les faiblesses relevées, on a réajusté le schéma directeur de réforme des finances publiques pour essayer de tenir compte de tout cela. Et particulièrement en ce qui concerne le contrôle externe, c'est là qu'on a pu également mettre en place et installer effectivement
la Cour des comptes à partir de 2018. Alors, pendant ce temps, le gouvernement a poursuivi l'amélioration de la gestion des finances publiques, ce qui a permis de ramener le déficit budgétaire autour de 2,3%. Mais avec la pandémie, il fallait réagir. C'est vrai que nous sommes entrés, globalement, les politiques saines qui avaient été menées pendant les années antérieures ont permis à la Côte d'Ivoire d'entrer dans la crise de la COVID avec des solides fondamentaux économiques. Aussi, dès le déclenchement de la pandémie, en tout cas dès que les premiers cas sont apparus ici, le gouvernement a mis rapidement en œuvre des mesures de riposte. Il y a eu d'abord un premier plan de soutien au secteur de la santé qui a coûté près de 96 milliards de francs CFA. Et puis ensuite, un plan de soutien économique qui a porté jusqu'à 1 700 milliards de francs CFA, soit à peu près 5% du PIB. Alors, à la suite de tout cela, on a profité également, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan-là, pour des mesures anti-crise, en tout cas adoptées, pour mener des réformes afin de relever certains grands défis du pays, notamment la mise en place des filets sociaux, la formalisation du secteur informel, etc. Et la conséquence de tout ceci sur les finances publiques, c'est que, bon, le déficit budgétaire, naturellement, s'est retrouvé fortement creusé. Il est ressorti à 5,6% en 2020, 7% en 2021 et puis près de 6% en 2022. Cela se justifie naturellement par en tout cas, les mesures prises afin d'atténuer les populations et également sur le tissu économique et social. La dette publique pendant cette période-là également va subir de plein fouet cet impact-là, puisque la dette publique rapportée au PIB était à 38,8% en 2019. Elle va passer à 51,7% en 2021, donc soit près de 13 points de pourcentage du PIB pendant cette période-là. L'inflation également, qui était maintenue inférieure à 3%, va également connaître là un certain rebond. Bon, mais c'est relativement maîtrisé, puisqu'elle s'est située à 4,2% en 2021, 4,5% en 2022. Et quant au déficit budgétaire, comme il l'a indiqué tantôt, bon, on a essayé de voir comment arriver à le financer sans trop tout perturber, en combinant notamment les emprunts constitutionnels avec des emprunts non constitutionnels, mais essentiellement sur le marché financier régional. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour camper un peu comment au niveau de la Côte d'Ivoire, on a essayé de gérer ces crises-là. C'est vrai que ça n'a pas été facile, ça a beaucoup perturbé un peu la dynamique que nous avions, mais avec le rebond qu'on a pu avoir déjà en 2021-2022, avec le taux de croissance qui est remonté à près de 7%, on pense qu'on pourra revenir assez rapidement à une consolidation budgétaire. Merci. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci, professeur, pour ce point de vue très intéressant depuis un pays africain, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Je pense que nous avons pu en saisir la substance malgré quelques petits soucis de réseau. Et j'aimerais à présent passer la parole à Hélène Barrois de l'OMS pour avoir également la perspective sectorielle dans le domaine de la santé qui a été justement en première ligne pendant cette crise. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup, PEFA, pour l'invitation. En
En introduction, oui, je voulais simplement rappeler que donc, nous, à l'Organisation mondiale de la santé, on apporte aussi notre petite pierre à ces réflexions et à ces travaux sur la gestion des finances publiques. Donc, d'un point de vue sectoriel, pour nous, c'est très important en fait que, je dirais, les fondamentaux de la gestion des finances publiques soient vraiment en place pour qu'ensuite, en termes de dépenses de santé, on puisse avoir suffisamment de flexibilité, mais aussi une bonne redevabilité de la dépense en santé. Donc, à cet égard, on travaille principalement sur l'introduction du budget de programme dans le secteur de la santé, et puis aussi, on travaille sur l'amélioration de l'exécution budgétaire pour notre secteur. Voilà, donc dans ce contexte, pour nous, le travail que fait le PEFA, c'est vraiment une boussole extraordinaire qui nous permet vraiment de suivre l'évolution de la performance des systèmes de gestion des finances publiques. Donc, c'est vraiment une ressource très, très importante et on utilise très, très concrètement ces données dans nos différents travaux quand on suit les données d'exécution budgétaire, quand on monitore le progrès en matière de financement de la santé et de couverture maladie, on utilise directement les données qui sont produites par le PEFA. Donc, vraiment, c'est une ressource fondamentale. En ce qui concerne le rapport qui est produit cette année, j'ai 3 remarques principales rapidement. La première chose qui a attiré mon attention concerne justement l'exécution des budgets. Vous l'avez présenté, Hélène, on voit qu'il y a encore des difficultés en matière de bonne exécution des budgets. C'est le cas de manière générale, mais c'est aussi et souvent le cas dans le secteur de la santé, qui est souvent un secteur où l'exécution budgétaire est souvent peu performante. On a une sous-exécution chronique dans notre secteur. Donc, pour nous, c'est encore un défi qui requiert vraiment, je dirais, une priorisation ou une attention particulière de la part des gouvernements pour que cette performance-là soit améliorée rapidement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous avez mentionné, qui a aussi vraiment attiré mon attention, c'est sur le fait que la budgétisation à long terme, donc l'introduction des cadres de dépenses à moyen terme et ce genre d'outils, semblait aussi un petit peu en retard par rapport aux autres indicateurs sur la budgétisation. Et ça aussi, pour nous, c'est une priorité parce que d'un point de vue sectoriel, avoir une bonne prévisibilité des ressources, savoir à l'avance combien on va avoir dans le secteur, hein, au niveau macro du secteur, mais aussi à un niveau inférieur au niveau des formations sanitaires, c'est fondamental. Ça nous permet de mieux planifier et mieux délivrer les services très, très concrètement. Donc aussi là, deuxième point d'attention pour nous. Le troisième point que je voulais souligner, c'était un point qui n'est pas inclus en fait dans le rapport que vous avez présenté, et ça concerne en fait le niveau ou le degré de flexibilité pour l'utilisation du budget. Comme vous l'avez expliqué, Hélène, le cadre de PEFA nous permet de bien suivre et de bien voir si le budget est bien contrôlé, bien monitoré, il y a une bonne redevabilité, etc. Donc ça, c'est effectivement des dimensions qui sont fondamentales aussi d'un point de vue sectoriel. Mais par contre, voilà, d'un point de vue du secteur de la santé, on a aussi besoin d'un certain degré de flexibilité pour bien utiliser le budget et par exemple pouvoir faire des réallocations au sein de notre enveloppe budgétaire, si par exemple les besoins ont évolué au sein du secteur. Donc, à mon sens, il faudrait peut-être réfléchir ensemble pour voir comment on pourrait à l'avenir mieux intégrer cette dimension et voir comment éventuellement on pourrait la mesurer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui va pas forcément de soi. Donc, essayer, comme vous l'avez dit, de trouver peut-être un équilibre entre d'un côté tous les indicateurs de contrôle qu'on mesure bien à l'heure actuelle dans le cadre PEFA, mais aussi d'intégrer peut-être des dimensions plus liées à la flexibilité dans l'utilisation des ressources. Pour finir, je voudrais effectivement juste évoquer la crise du Covid. On a fait, comme vous, un certain nombre de travaux pour voir en fait quelles ont été les modalités de gestion des finances publiques qui ont été introduites pour la réponse santé en ce qui nous concerne au Covid. Et effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont marché et on a vu que plus les budgets permettaient une réallocation rapide des virements possibles au sein du secteur pour reprioriser les ressources, donc tout un certain nombre d'instruments dits de flexibilité, ça a permis aux États d'avoir effectivement une réponse plus rapide, plus efficace, de mieux coller aux besoins de la réponse en urgence.
Donc voilà, ça fait simplement écho à ce que je disais sur comment mieux refléter cette dimension de flexibilité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène, pour cet éclairage sectoriel. Et nous avons des questions dans le chat qui arrivent, qui font écho. Mais avant de rentrer dans les questions, nous allons donner la parole à nos bailleurs qui sont parmi nous, en passant la parole dans un premier temps à Gaël Rabalin de la Banque mondiale. Merci beaucoup, Ediner. Merci aux organisateurs tout d'abord pour ce webinaire très intéressant, très opportun. Donc, je parlerai plus avec une perspective d'Afrique de l'Ouest, étant basé à Dakar. Donc, je voulais tout d'abord parler brièvement de l'importance de la gestion des finances publiques dans nos opérations de la Banque mondiale et en quoi cette bonne gestion est cruciale aujourd'hui encore plus qu'avant. Et dans ce cadre, en quoi le PFA est un instrument crucial. J'aimerais tout d'abord en 3 points expliquer pourquoi c'est si important. Alors, je commencerai par le fait que l'amélioration du contrat social est au cœur de la stratégie de la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est même son pilier numéro 1. Et à cet égard, on sait que la corruption, l'opacité, les malversations érodent pour longtemps la confiance dans les institutions des populations de la région et en conséquence le contrat social. Donc, ça montre l'intérêt et l'importance d'une bonne gestion des finances publiques. L'inefficacité des finances publiques contribue aussi à avoir des problèmes macroéconomiques et contribue aussi à des recettes fiscales plus faibles lorsqu'on parle de corruption ou de problèmes de malversation. Donc, le PFA permet de diagnostiquer tous ces problèmes et permet aussi d'aider à s'attaquer à ces problèmes. Donc, deuxièmement, dans le cadre de notre engagement avec les pays de la région, nous croyons fermement que la bonne gestion des finances publiques a un rôle très important à jouer pour soutenir les initiatives de la Banque mondiale en matière de développement vert, résilient, inclusif. On sait que le changement climatique, la crise du Covid ont eu et ont encore des impacts et auront encore des impacts importants sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Et donc, ces problèmes critiques de gestion des finances publiques sont au cœur des réponses de la Banque mondiale, avec évidemment cette gestion des finances publiques qui est au cœur de tout cela. Troisièmement, c'est qu'avec la multiplication des audits des fonds Covid qu'on a dans la sous-région, on se rend compte de certains abus, notamment en temps de crise. Et ça a commencé par le Covid qui a souligné l'importance, comme il était dit par Madame Barois, d'être flexible, mais également de respecter des règles prévues en temps de crise dans certains cas, car une suspension, par exemple, des règles de marché, passation de marché, dans certains cas, a conduit à de nombreux abus. Dans le cas des catastrophes naturelles, on a des procédures opérationnelles accélérées pour répondre à ces besoins d'intervention. Qui dit crise, dit aussi l'importance de garder les reçus, les documents justifiant les dépenses qui seront en fin de course auditées. Ces crises sanitaires ou non pourraient se reproduire à l'avenir. Les finances publiques doivent donc être mieux préparées à ces crises. Donc après avoir parlé des justifications, je voudrais parler du PFA. C'est, comme il a été dit, c'est l'outil de diagnostic le plus couramment utilisé en la matière, très largement dans la sous-région. Tous les pays que je couvre ont connu au moins un diagnostic PFA, donc les 13 pays de la région. Les principales conclusions de ces diagnostics ont été intégrées ou sont intégrées et on tient compte dans nos opérations. Et comme il a été dit auparavant, c'est aussi un outil très important de suivi de la performance dans ce domaine. Je voulais aussi signaler les évaluations au niveau infranational ou sur le genre qui ont été faites également au Mali, au Niger ou au Togo. Je pense que c'est une direction qui est très importante aussi dans cette sous-région. Comme il a été montré aussi par Hélène Magnier, les résultats sont encore malheureusement un petit peu à la traîne, mais le rapport sur la gestion des finances publiques souligne les énormes défis encore à venir, mais il montre aussi certaines solutions possibles. C'est aussi c'est assez classique, mais je pense qu'il y a certaines opportunités qui peuvent apparaître. Et notamment, je pense que dans le cas de la préparation de nouvelles crises à venir, parce que malheureusement, on peut s'attendre à de nouvelles crises,
Donc, je voudrais finir là-dessus en disant que, encore, je vous remercie de l'opportunité de m'avoir invité à ce webinaire. Et j'attends avec impatience la discussion qui va suivre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gaël, pour votre contribution. Nous allons continuer sur le point de vue des bailleurs en donnant la parole à Eric de la Commission européenne. Merci, Ediner. Je vais d'abord remercier toujours à l'AFD et au secrétariat PEFA pour l'initiative de ce séminaire. C'est vraiment très intéressant et une excellente opportunité de partager nos expériences et nos priorités sur ce sujet quand même essentiel. Je voudrais articuler mon intervention en 3 points. Le premier, c'est rappeler un petit peu l'engagement de l'Union européenne en matière d'appui à la réforme de la gestion des finances publiques. Le deuxième, c'est la crise du Covid, comment on a réagi, un peu les leçons qu'on peut en tirer. Et 3, un peu les perspectives et priorités à venir de l'Union européenne dans un contexte qui évolue quand même très rapidement. Alors, que fait l'Union européenne en matière de gestion des finances publiques? En résumé, 3 types d'interventions. D'une part, du renforcement des capacités, de l'assistance technique, essentiellement auprès des ministères des Finances, dans à peu près tous les pays, en tout cas, où on octroie de l'appui budgétaire. 2, des partenariats internationaux, le PEFA en est un. On contribue aussi largement aux centres régionaux d'assistance technique du Fonds monétaire international, et puis d'autres instruments de diagnostic qui ne sont pas négligeables, et puis tous nos appuis budgétaires qui, outre le dialogue politique qui inclut évidemment, parce que c'est une condition d'éligibilité, l'importance de la gestion des finances publiques, nous avons aussi souvent des indicateurs de performance liés à la gestion des finances publiques, qui est évidemment un incitatif important pour que des réformes se fassent. En sachant aussi qu'on fait quand même de l'appui budgétaire dans 87 pays dans le monde et que pour tous ces pays-là, au minimum, un PEFA a été conduit. En chiffres, on peut donner quand même un petit peu de chiffres, mais entre 2015 et 2020, c'est pratiquement 2 milliards d'euros d'investissement dans la gestion des finances publiques, ce qui n'est quand même pas tout à fait négligeable. Ce qui est intéressant, c'est que nous conduisons actuellement une évaluation de tous ces efforts en matière de gestion des finances publiques. Le rapport sera bientôt disponible, publié, mais je voudrais, puisqu'on est entre nous, déjà vous dévoiler quelques-unes des conclusions qu'on peut en tirer. Le premier, c'est que globalement, les appuis de la Commission européenne en matière de gestion des finances publiques sont très fort alignés sur les programmes nationaux et les stratégies nationales de réforme des gestions des finances publiques. C'est important, en constatant toutefois que beaucoup de ces stratégies et de ces plans d'action étaient souvent très ou trop ambitieux. 2, il y a une très bonne complémentarité, et j'avais quelques craintes à ce sujet-là, mais en fait, il y a une très bonne complémentarité entre les différents instruments que nous avons utilisés. L'évaluation rappelle aussi l'essentiel et l'importance des outils de diagnostic, le PEFA, mais quelques autres aussi, le PIMA, MAPS, TADAT, TEMPA, etc. L'Union européenne, jusqu'ici, s'est essentiellement concentrée du côté des dépenses sur des aspects qui sont le programme budgeting, la gestion des programmes, la transparence, la chaîne de la dépense, le contrôle interne, aussi un petit peu le contrôle externe, mais s'est concentré beaucoup plus sur le côté dépenses que sur le côté recettes, qui est venu plus tard dans nos efforts. Et encore du côté recettes, on s'est plutôt focalisé sur l'administration des taxes, beaucoup plus que sur les politiques. Je crois que c'est important aussi. Et puis, vous le verrez, il y a des aspects qu'on a un petit peu négligés, mais j'y reviens un peu plus tard, parce qu'en l'occurrence, ça va devenir beaucoup plus prioritaire. Voilà, ça c'était pour le premier point, rappeler un petit peu notre engagement et le poids essentiel de la gestion des finances publiques dans tous ces pays où on octroie de l'appui budgétaire. Maintenant, la crise du Covid. Bon, beaucoup de choses ont été déjà dites et fort justement. Là aussi, la Commission européenne a réagi de façon massive et étonnamment rapide, en particulier toujours dans ces pays qui bénéficient d'appui budgétaire où a priori la gestion des finances publiques est un peu plus robuste que dans beaucoup d'autres. L'objectif étant de créer un espace fiscal pour pouvoir faire face aux dépenses qui ont été provoquées par la pandémie, que ce soit des transferts sociaux, de l'appui au soutien aux entreprises ou des programmes spécifiques de santé. Et on l'a fait en avançant beaucoup de décaissements d'appui budgétaires ou même en transformant la partie variable de nos appuis budgétaires en partie fixe et en les avançant. Et ça a permis, je rappelle quand même que globalement, l'Union européenne a mobilisé 16 milliards d'euros dans le monde pour cette crise Covid pour des aides à des pays tiers, dont 3 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Et pour toutes ces opérations, on a demandé à ce que les pays bénéficiaires, un peu à l'instar de ce que Mme Georgieva avait dit, la directrice du FMI, keep the receipt,
Donc, dans tous ces pays qui ont pris des mesures d'exception, Hélène les a rappelées dans sa présentation, on a demandé la transparence. L'essentiel pour nous, c'est la transparence. Assurez-vous que les révisions de la loi de finances soient présentées au Parlement, que des audits soient faits par les cours des comptes, parce qu'on identifie aussi bien les bénéficiaires et le ciblage des aides qui ont été octroyées. Et très important aussi, c'est que toutes les mesures exceptionnelles qui ont été prises, comme par exemple les dérogations au marché des codes publics ou l'allègement du circuit de la dépense, que toutes ces règles ne soient que temporaires et que les règles soient restaurées une fois la crise passée. On n'y est pas encore tout à fait. Soyons honnêtes, il y a quand même beaucoup de pays où beaucoup d'audits n'ont pas été conduits sur les dépenses exceptionnelles, où certaines révisions des lois de finances n'ont pas été soumises aux assemblées, il n'y a pas eu non plus d'intégration de certains fonds extra-budgétaires, enfin, voilà, bref. Donc, il y a quelques leçons à tirer de ça, même si on est bien d'accord que les pays qui avaient un système de gestion des finances publiques plus robuste ont sans doute été un peu plus résilients que les autres. Mais voilà, il reste encore, à mon avis, beaucoup à faire, et on voit quelques exemples récemment encore des rapports de la Cour des comptes qui suscitent beaucoup d'articles dans la presse de certains pays d'Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas les citer. Troisième et dernier point de mon intervention, rapidement, l'avenir. Comme vous le savez, le contexte géopolitique évolue beaucoup et change et il faut s'adapter, voire même anticiper. Dans cet esprit, l'Union européenne a adopté une vaste stratégie qui s'appelle Global Gateway, dont l'objectif est d'investir dans les infrastructures essentielles, soutenables, surtout dans les domaines du digital, des transports, de l'énergie, de l'environnement, mais aussi renforcer des secteurs clés que sont comme l'éducation, la recherche ou la santé. Alors, ce qui est vraiment neuf dans cette stratégie, c'est la volonté de mobiliser un ensemble d'instruments et d'acteurs inédits jusqu'ici, puisque, outre les moyens de la Commission européenne, où on a développé aussi de nouveaux instruments comme les facilités de mixage ou les garanties, on essaye aussi de mobiliser, dans un esprit qu'on a appelé Team Europe, nos États membres, les banques de développement, et en particulier la Banque européenne d'investissement, et aussi, très important, le secteur privé. Alors, qu'est-ce que ça signifie en matière de gestion des finances publiques qui restent malgré tout et qui resteront, quoi qu'il arrive, une priorité de nos interventions. Mais puisque nous proposons des nouveaux instruments et des nouveaux moyens, il y a certains aspects du cycle budgétaire auxquels, à l'avenir, on va certainement accorder beaucoup plus d'importance et d'attention. Et ça fait partie du pilier qu'Hélène décrivait tout à l'heure, actif et passif, c'est-à-dire la gestion des marchés publics, les investissements publics, la gestion des actifs et la gestion de la dette. Et donc, on l'a vu, c'est un élément qui est relativement faible. C'est aussi une dimension à laquelle on a accordé par le passé probablement moins d'attention, mais sur laquelle on va certainement à l'avenir beaucoup plus se concentrer. Alors, ça ne remet pas en cause les autres aspects, qui sont la crédibilité du budget, et on a vu le chemin qui reste à parcourir, le contrôle interne, le contrôle externe, la transparence, sans oublier deux aspects sur lesquels je voudrais tout de même mentionner ici, qui sont celui du genre, la budgétisation sensible au genre, et évidemment le climate budgeting, tout ce qui est relatif à ce qui est le green finance et la dimension environnementale des finances publiques. Voilà, pour l'essentiel, aussi bref que possible, ce qu'on fait, ce qu'on a retiré de la crise du Covid et ce vers quoi on s'oriente. Merci pour votre attention et puis désolé pour les quelques anglicismes que j'ai laissés dans ma présentation. Un grand merci, Eric, pour cette intervention qui nous donne bien les perspectives depuis l'Union européenne. Et merci à tous les intervenants qui nous ont partagé leur point de vue. Nous allons à présent prendre des questions qui ont été posées par les participants du webinaire directement dans le chat. Nous avons notamment une question sur la passation des marchés. Un participant demandait comment la passation de marché pouvait être un outil de gestion de crise, et j'aimerais poser cette question à Hélène Barrois, si vous voulez bien répondre, et en lien avec votre allocution sur l'allocation budgétaire, mais bien sûr pourra être complétée par les autres membres du panel.
bien Je ne suis pas entendu. sûre que je sois la meilleure personne pour répondre à la question. Je peux peut-être passer la parole. J'ai vu d'autres questions peut-être sur lesquelles je pourrais plus répondre en lien avec directement la crise sanitaire. Peut-être je passe la parole sur cette première question. Alors, est-ce que Gaël Rabalin, vous voulez prendre la question? Est-ce que vous voulez répéter exactement la question? Parce que Alors, dans quelle mesure la passation des marchés peut être considérée comme un outil de gestion de crise? je pense, oui. Bon, je répondrai assez rapidement, mais je pense qu'effectivement, la passation de marché, lorsqu'on prend, si on prend la crise Covid, où là, justement, il y a eu beaucoup d'équipements qui ont été d'équipements médicaux, de transport, ambulances, etc. Je veux dire, on voit notamment dans les audits Covid l'importance des passations de marché, puisque les passations de marché, elles sont critiques. Et les procédures qui sont faites sont critiques pour permettre l'approvisionnement des médicaments, comment dire, des équipements médicaux, etc. Donc, lorsqu'on voit ces audits, on voit toute l'importance des passations de marché. Et justement, dans certains pays, c'était aussi ce que je disais, c'est que évidemment, il y avait une situation d'urgence, donc on a essayé, en général, il y a des procédures d'urgence pour les passations, mais dans certains pays, elles n'ont pas forcément été bien respectées. Et c'est là où ça a créé des problèmes et où on a eu des abus, puisque à la fin, en termes de comment on dit, value for money, désolé pour l'anglicisme, ce qui est important, c'est est-ce que ces marchés ont été faits de manière plus rapide et à un meilleur coût. Et malheureusement, dans certains cas, ça n'est pas arrivé. Sans parler du fait qu'il y a pu y avoir des commandes qui ont été faites alors qu'elles n'étaient pas forcément nécessaires, etc. Donc, je pense que les passations de marché dans un contexte de crise, et notamment de crise sanitaire, est au cœur des finances publiques. Donc, je pense que c'est un outil très important et qui, malheureusement, s'il est mal fait ou mal utilisé ou mal pensé, peut avoir des conséquences importantes. Donc, c'est ce qu'on voit dans les rapports récents qui ont été publiés dans la sous-région. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Pardon, un petit complément du coup, effectivement, je pense que c'était important que la Banque mondiale fasse le cadrage. Et nous, en tant qu'OMS, en fait, on avait fait une petite revue très rapide sur en fait la qualité des cadres de passation, que j'essaie de traduire en français, des cadres de passation de marché pour les situations d'urgence, spécifiquement pour le secteur de la santé, les équipements médicaux, etc. Et en fait, on a fait ça dans une quinzaine de pays. On s'était aperçu que en fait, beaucoup de pays, en fait, la plupart déjà ne disposaient pas forcément de procédures d'urgence, ou alors elles étaient très anciennes, mal écrites, mal définies, d'accord ? Et là où elles existaient, à part peut-être, on avait vu certaines exceptions dans les pays qui avaient subi, entre guillemets, la crise Ebola, mais sinon, elles étaient généralement très peu détaillées et pas vraiment adaptées pour une crise sanitaire. Donc, en fait, nous, une des leçons qu'on a retenues pour ça, c'est que une mise à jour de ces procédures-là pour les contextes d'urgence devait être vraiment priorisée, peut-être faite après le Covid, quand on aurait le temps, mais c'était effectivement un élément important. Merci beaucoup à tous les deux pour vos précisions et votre réponse sur cette question. J'aimerais reprendre une autre question dans le chat. Donc, nous avons Rodolphe Bancé qui nous pose une question sur en général, on observe une dégradation des indicateurs PFA des pays en temps de crise. Quels peuvent en être les facteurs explicatifs? J'aimerais poser la question d'un côté à professeur Bamba et également Eric, si vous voulez bien. Je pense que Monsieur Bamba, il a des soucis de connexion. Eric, si vous voulez commencer, oui, mais si vous avez des éléments de excusez-moi, je n'ai pas réponse. bien entendu
La question, je vais la reprendre alors, tout simplement. Alors, en général, on observe une dégradation des indicateurs PIFA des pays en temps de crise. Quels peuvent être les facteurs explicatifs? La nécessité d'aller vite et de répondre rapidement à des situations de crise. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de pays qui ont allégé la chaîne de la dépense pour aller beaucoup plus vite, qui ont créé des fonds extra-budgétaires, ce qu'on ne recommande jamais, qui ont laissé tomber certaines règles du Code des marchés publics également. Et c'est une des exigences qu'on a essayé d'avoir avec les pays qu'on a aidés dans la crise Covid, c'est d'essayer de faire en sorte que ces procédures exceptionnelles ne soient vraiment que temporaires et uniquement pour les dépenses relatives à la crise Covid elle-même et qu'elles soient restaurées aussi rapidement que possible, parce que c'est vrai qu'on a vu certains pays voir leur score dans certains indicateurs du PFA se dégrader parce que ça n'avait pas été. Bon, on a aussi, malgré tout, lorsqu'on a fait les évaluations PFA, on a toujours pris soin de demander aux experts qui conduisaient ces évaluations de prendre en compte ces circonstances exceptionnelles et de ne pas pénaliser inutilement un pays qui avait pris des mesures particulières pendant une période donnée pour que ça ne pénalise pas au bout du compte le résultat du PFA. Mais donc, voilà, c'est un peu normal que dans une situation de crise, on prenne des mesures rapides. Le tout, c'est de le faire dans la transparence et de revenir à l'orthodoxie une fois que c'est terminé. Merci Eric, je vois que Monsieur Bamba, vous êtes de retour parmi nous. Je ne sais pas si vous avez entendu la question, je vais peut-être la reprendre pour vous. La question est la suivante. En général, on observe une dégradation des indicateurs. Je pense que... Oui, je disais que la réponse d'Éric couvre tout. Hein. Vu la situation d'urgence, bon, les pays sont obligés assez rapidement de pouvoir réagir. Et ça fait que très souvent, on n'a vraiment pas s'embarrasser totalement des procédures de passation normale des marchés. Et quand on passe aux procédures d'urgence, ben, c'est normal qu'il y ait en tout cas des défaillances. Donc, c'est l'explication. Ce qui importe, c'est que dès qu'on en sort, c'est d'arriver vraiment rapidement à revenir aux procédures normales et puis aussi ne pas profiter de la situation de crise pour étendre ces procédures d'urgence à d'autres activités qui n'ont rien à voir avec la crise elle-même. Merci, professeur. Je pense que vous avez fait une passerelle sur la question de... Vous m'avez entendu? Je crois que oui, je on a m'arrête entendu là. votre réponse. Merci beaucoup. Cela fait une passerelle avec une question de Monsieur Bachar qui demande quelle meilleure approche de contrôle dans les contextes de crise, notamment sanitaire. Et Eric, tout à l'heure, parlait beaucoup de contrôle et de transparence. Si vous voulez prendre la question, Eric. Mais il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que beaucoup de pays ont fait des réallocations à l'intérieur du budget, ont créé des fonds spéciaux. Et donc, ce qui nous importait, en tout cas dans les pays pour lesquels on a débloqué des fonds parfois assez importants, c'est que ça se fasse en toute transparence. Autrement dit, que ces révisions de loi de finances soient soumises à l'Assemblée nationale pour validation, même si ça se fait en dehors des procédures normales et que ça se fait parfois de manière ex post, mais aussi de faire en sorte que toutes ces dépenses spécialement affectées pour la crise sanitaire soient l'objet d'audit des cours des comptes ou des chambres des comptes du pays en question. Et certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas encore fait, d'autres vont peut-être le faire, mais je crois que les chambres des comptes ont trouvé là l'opportunité
de fait d'excellentes recommandations et de mettre en évidence, mais parfois, malheureusement, certaines erreurs, voire certaines dérives. Merci, merci Eric. Nous avons une question qui résume plusieurs questions et dont certaines ont déjà commencé à être répondues. Je vais quand même la reposer et puis on verra qu'est-ce que ça amène comme discussion. Comment le PEFA prend en compte chaque spécificité de crise de chaque pays d'intervention? Je pense que Eric avait déjà commencé à donner des éléments de réponse à cette question. Après, si Hélène Magnier veut aussi apporter un point de vue du secrétariat PEFA, ça sera toujours le bienvenu. Et ensuite, la question se poursuit par: le modèle est-il unique? En général, les déficits budgétaires observés dans chaque pays sont-ils liés au manque d'outils disponibles ou juste à un manque de discipline de leur part, de leur gouvernement? Donc, là, j'aimerais bien avoir plus d'intervenants du panel sur ce sujet-là. Je propose à Gaël, si vous voulez bien, cette deuxième partie. Hélène, est-ce que tu veux démarrer sur cette question, sur la première partie? Je peux la reprendre si besoin. Avec plaisir, oui, tout à fait. L'intérêt du PEFA, comme on vous l'a montré, est que c'est un cadre qui est fixe. L'importance d'avoir un cadre fixe qui ne bouge pas, ça permet de faire des comparaisons à la fois dans le temps, ou de revenir voir ce qui se passe 3 à 5 ans plus tard, et aussi des comparaisons quand même si on essaye de ne pas le faire trop, régionales, puisqu'on vous a montré les éléments régionaux. Donc, du point de vue du PEFA, l'important, c'est de garder le cadre tel qu'il est. Il ne faut pas qu'il bouge. Alors, sur les notes et sur les évolutions des notes, c'est sûr que les pays sont très inquiets en disant ma note PEFA sur la fiabilité du budget qui était de B, à cause de la crise, elle va passer à C. Parce qu'évidemment, les chiffres sont, comme on l'a vu, mouvants. Je pense qu'il y a un aspect très important, Eric l'a dit, on reste conscient que ce n'est pas pour pénaliser les pays, mais il y a la note dans un rapport PEFA, mais un rapport PEFA qui fait 200 pages, il y a aussi beaucoup d'explications. Et donc, il ne faut pas se focaliser sur la note ou sur le score, mais regarder les explications qui vont accompagner les évolutions de score. Et ça, c'est un point très important. Un déficit qui peut être lié de manière conjoncturelle à, en effet, une crise, ou il peut être lié à une mauvaise gestion ou une mauvaise anticipation. Et donc, dans les explications qui vont être dans le rapport, il y aura ces éléments. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ce point qui est le point explication dans le rapport. Merci, Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Donc, nous avons la deuxième partie de la question. Je vais peut-être la reprendre. En général, les déficits budgétaires observés dans chaque pays sont-ils liés au manque d'outils disponibles ou juste à un manque de discipline de leur part, de leur gouvernement? Est-ce que Gaël voulait répondre à la question? Ouais, pas une question trop facile. En fait, bon, déjà, je pense que ça paraît assez évident, mais ça dépend des pays. Puis ça dépend de l'ampleur aussi, déficit budgétaire. Mais c'est vrai que comme il est indiqué dans le rapport PEFA et surtout un certain nombre de rapports, il y a souvent quand même des problèmes de discipline budgétaire, des problèmes de contrôle budgétaire qui fait que voilà, les déficits ne sont que le résultat de certaines mauvaises pratiques ou disons manque de discipline budgétaire. Alors évidemment, de l'autre côté, c'est qu'il y a beaucoup de besoins, donc il y a beaucoup de demandes et donc il y a une tendance d'une certaine manière dans certains pays à vouloir aussi s'attaquer à toutes ces demandes. Mais fondamentalement, c'est vrai que le déficit budgétaire est le résultat de nombreuses pratiques et des fois de problèmes vraiment de discipline budgétaire. Donc voilà. Mais ça dépend des pays parce que les pratiques sont quand même assez différentes selon les pays. J'ai aussi travaillé sur l'Afrique de l'Est. On voyait aussi des grosses différences selon les pays. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément aussi mettre tous les pays dans le même sac. Voilà. Merci beaucoup, Gaël. Et nous avons une question qui aborde un aspect qui a été peu abordé jusqu'ici, c'est sur les administrations infranationales. C'est une question qui demande comment la gestion des crises affecte la performance de la gestion des finances publiques des administrations infranationales.
Je pense que c'est forcément lié avec l'administration centrale, mais j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Je ne sais pas si, Eric, vous voulez nous donner votre point de vue sur cette question, sur l'infranational. Pas facile parce que les systèmes de décentralisation varient beaucoup d'un pays à l'autre, d'une part, et qu'en l'occurrence, l'Union européenne travaille relativement peu avec les systèmes sous-nationaux. C'est quelque chose qu'on cherche à développer, puisqu'on sait très bien qu'en matière de prestations de services publics, beaucoup dépend des administrations locales. Une des raisons pour lesquelles nous essayons de plus en plus de faire des évaluations PEFA sous-nationales, mais nous ne disposons pas vraiment d'outils pour essayer d'aider directement. On a très très peu de pays dans lesquels, par exemple, on fait de l'appui budgétaire au niveau décentralisé. Oui. Il y en a vraiment très très peu. Mais c'est un sujet qui est important parce qu'en effet, la fourniture des services publics dépend dans une large mesure beaucoup des systèmes, des ensembles sous-nationaux et beaucoup même de grands centres urbains, puisque c'est là qu'il y a une forte concentration de la population. Et donc, c'est un sujet en soi sur lequel on pourrait consacrer un séminaire entier, je pense. Merci, Eric. Je vois que Gaëlle a la main levée également. Vous voulez je voulais juste ajouter pour dire que on est quand même effectivement dans une région où la décentralisation fiscale est quand même assez peu développée en général. Donc cette question est probablement un peu, elle reste disons, moins importante dans la mesure où aujourd'hui on reste dans des pays très centralisés. L'une des questions, à mon avis, qui n'est pas forcément liée à la gestion des finances publiques, on est sur des questions plus de déconcentration, c'est qu'on s'en est rendu compte au cours de ces rapports, c'est que, par exemple, la mise à disposition dans les régions ou dans les centres de santé était marginale par rapport à ce qui était mis à disposition au niveau des capitales ou au niveau des régions, des administrations centrales. Donc, il y a toute cette question de mettre à disposition, disons, au dernier maillon de la chaîne, qui est un vrai problème récurrent. Ce n'est pas spécifique pour cela à la crise Covid, mais on est dans des pays où fondamentalement la décentralisation fiscale reste encore assez faible dans la majorité des pays. Merci. Merci beaucoup, Gaëlle. Je vois qu'Hélène veut intervenir aussi. Hélène Magnier, pardon. Oui, merci Ediner, merci Gaëlle pour cette réponse. Peut-être pour rappeler que les PEFA infranationaux sont une tendance extrêmement forte, puisqu'on a une très forte demande de la part des États et que c'est près de 40% maintenant des PEFA et qu'en Afrique, il y en a en cours, il y en a en Cameroun qui sont en cours. Et que de facto, la crise va impacter à la fois le niveau national et le niveau infranational. Et lors du PEFA, on va donc voir ce qui se passe sur les différents piliers au niveau local. Over to you, Ediner. Merci. Ça a même du succès à l'intérieur de l'Union européenne. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une question qui est adressée directement à Madame Hélène Barrois. Auriez-vous fait de rapports documentant l'expérience du pays d'Afrique en matière de budget programme et de modernisation de la gouvernance financière dans le domaine de la santé? Si oui, quelles sont les principales leçons apprises? Une question qui vient de l'IIPE UNESCO, qui s'intéresse en ce moment à la même question pour le ministère de l'Éducation dans le cadre de réforme de finances publiques de l'UEMOA. Oui, merci beaucoup. Effectivement, on a commencé un programme de travail sur l'introduction du budget programme dans le secteur de la santé. On a commencé ce programme de travail en fait en 2017 et donc sur les 5 dernières années, on a fait une vingtaine d'études de cas pour comprendre en fait quels étaient les problèmes rencontrés dans les pays d'un point de vue sectoriel pour introduire cet outil. Et puis ensuite, on a donc sorti l'année passée, en fin d'année, en décembre 2022, un guide qui dit comment faire en sorte de mieux utiliser cet outil pour servir la dépense de santé. Donc, je pourrais partager dans le chat ces différentes références.
Pour nous, il y avait vraiment deux grandes dimensions. Peut-être ça peut éclairer le collègue aussi du secteur de l'éducation. La première dimension, d'une certaine façon, c'était de faire mieux comprendre à nos collègues du secteur de la santé quels étaient en gros les key requirements, les éléments de base pour bien formuler, mettre en œuvre et monitorer un budget programme. Des choses qui ne sont pas forcément bien connues et comprises par le secteur de la santé. Donc, en fait, ça a été un premier travail, je dirais, pédagogique pour amener les leçons de 20-30 ans d'expérience de budget programme, les leçons, les échecs, les succès, vers notre communauté santé. Ça, c'était vraiment la première dimension et je crois que c'est probablement nécessaire aussi de faire ça dans les autres secteurs. La deuxième, je dirais, dimension ou grand volet de notre travail, c'était d'essayer de voir quelles étaient d'une certaine façon les spécificités ou les aspects particuliers qu'on devait prendre en considération pour définir un bon budget programme dans le secteur de la santé. Comment on arrivait à aligner nos programmes budgétaires avec les priorités du secteur. Comment faire en sorte de décaisser ces enveloppes budgétaires vers les formations sanitaires en lien avec cette logique programmatique. Donc, vraiment essayer de voir d'une certaine façon comment ajuster d'une certaine façon la mécanique du budget programme pour faire en sorte que ça marche bien concrètement dans le secteur de la santé avec toutes ces complexités, la multiplicité des financements, des types de formations sanitaires, des types d'acteurs, etc. Donc, voilà, vraiment, si je peux résumer. Et maintenant, on est engagé dans un programme d'appui technique vers un certain nombre de pays pour travailler avec eux en finesse, voilà, la définition de leur budget programme et faire en sorte qu'avec les autorités budgétaires, les décaissements commencent à suivre cette logique programmatique pour notre secteur de la santé prioritairement pour l'instant. Voilà, mais je peux partager dans le chat les différentes références. Merci beaucoup, Hélène, pour cette réponse très claire et très précise. Le temps tourne, donc nous arrivons à la fin de notre webinaire et malheureusement, nous avons des questions dans le chat qui n'auront pas de réponse. Mais j'aimerais d'abord adresser à toutes et tous mes sincères remerciements pour votre participation effective et active à cet événement. Et nous espérons que cela aura permis d'enrichir votre compréhension des enjeux actuels de la gestion des finances publiques, notamment en Afrique, et que même si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, que les réflexions pourront se poursuivre sous différents formats au sein et entre les différents pays et les différentes organisations qui ont été représentées aujourd'hui. Et je tiens particulièrement à remercier M. Srinivas Gourazada et toute l'équipe du secrétariat PEFA pour avoir organisé cet événement. Je pense notamment à toutes les personnes qui ont contribué à son organisation, Richard, Sylvia, Ashik, Marc et à toutes les équipes techniques qui ont travaillé dans les coulisses pour l'organisation de ce webinaire. Et bien sûr, je voudrais remercier plus spécialement Hélène Magnier, qui a été la cheville ouvrière de cet événement, qui représente aussi son dernier webinaire avant la fin de sa mission au sein du secrétariat PEFA. Un grand merci, Hélène, pour tout ton travail. Merci aussi aux différents intervenants de ce webinaire et merci pour toutes les réponses et toutes les précisions que vous avez apportées avec beaucoup d'expertise. Merci à M. Lambert Ngaladjo-Bamba, Hélène Barrois, Eric de Schoenmaker, Gaël Rabalan, Jean Traban et Magali Kretzmann. L'intérêt que vous avez apporté au thème et la qualité de vos interventions a été vraiment à la hauteur du sujet et de nos attentes. Et on espère que les discussions pourront se poursuivre, bien entendu, sous d'autres formats. Donc, encore merci à toutes et tous et excellente fin de journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.